Premièrement, un gros merci à la communauté Agile de Montréal de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Fait qu'un gros merci d'avoir pris le temps ce soir, tous les participants, de vous être déplacés. C'est super apprécié. De venir m'écouter, puis peut-être même un peu de jouer avec nous, avec un petit jeu sur les simulations de Monte-Carlo, puis comment ça peut nous aider pour nous aider à prédire ou peut-être faire un forecast, donc prévoir une livraison en mode Kanban. Alors, moi, c'est Louis-Philippe Carignan. Je travaille à Québec. Québec, c'est une ville qui veut une équipe de hockey depuis des années, qui aimerait ça tellement d'en avoir une qu'elle s'est fait un gros colisée puis qui est encore vide. C'est ça, Québec. Alors, je travaille à Québec depuis une bonne dizaine d'années. Alors, ça, c'est moi, 15 années d'expérience en TI. Je suis formateur avec les gens de Scrum.org. Je suis un petit peu fier de ça. Vous voyez Scrum.org sur mon T-shirt. Je trouve vraiment que c'est une belle organisation fondée par un des deux gars qui a inventé Scrum. Puis vraiment, chaque année, il faut qu'on retourne à Boston rencontrer des gens. Et c'est toujours un moment que j'attends parce que c'est trippant de rencontrer des gens qui sont passionnés. Et puis, depuis la dernière année et demie, je collabore avec les experts Kanban, avec Daniel Vacanti puis Yuval Yeret. C'est deux gars qui ont le goût comme de repartir Kanban sur le bon sens du monde. Puis, je trouve vraiment qu'ils ont une belle approche. Puis, l'offre Kanban que ces deux personnes-là présentent est géniale. Puis, un de ces morceaux-là, c'est les simulations de Monte-Carlo que je vais vous parler ce soir. Puis, j'espère que moi, ils m'ont fait grandir ces deux personnes-là dans la dernière année. Puis, j'espère être capable de redonner ça à la communauté pour que, un peu comme moi, vous êtes capable de redonner ça à vos clients, vos personnes dans vos équipes qui sont capables d'utiliser. Et finalement, je suis aussi coach agile. Présentement, je suis chez Jive, je suis coach agile. Je suis aussi Scrum Master. Dans une vie, j'adorais coder, mais plus ce temps-là. Ce temps-là est fini. Alors, la présentation aujourd'hui, elle a vraiment un objectif, c'est de vous présenter une technique pour prévoir des livraisons en Kanban qui sont la technique des simulations de Monte-Carlo. Alors, grosso modo, c'est ça que je vais vous taper dans les oreilles pendant la prochaine heure et j'espère que ça va vous donner le goût, ça va un peu vous intéresser de dire, à ce moment, vous allez retourner chez vous, puis moi, c'était pas si niaiseux que ça, finalement. J'ai peut-être le goût de mettre ça en application, mais j'ai compris. Fait que mon but, c'est pas juste de faire « Ah, c'était super le fun, puis je retourne à mes choses », mais un peu comme vous inciter à dire « OK, j'ai compris, puis j'ai le goût de le mettre en action dès demain ». Fait qu'à la fin de la présentation, il va y avoir une espèce de partie tooling. Je vais vous montrer un outil que j'adore avec la donnée d'une de mes équipes chez Jive pour vous montrer un peu comment nous, on sert les simulations de Monte-Carlo pour répondre à une question vraiment niaiseuse de notre client qui est « Quand est-ce que ça va m'être livré, mon logiciel? » Fait que c'est super facile quand on veut répondre à quand est-ce que ça va être livré mon logiciel quand je suis en Scrum. Donc, on fait un peu la comparaison. Moi, c'est mon constat qu'en Kanban, moi, personnellement, avant que je rencontre les deux experts Kanban, je n'étais pas capable de répondre à mon client correctement à la question quand est-ce qu'il va m'être livré mon logiciel. J'étais toujours comme, bon, on va utiliser des points. Puis, en travaillant avec des experts, ils ont comme fait, Louis, tu étais dans le champ. Puis là, ça a comme fait, aïe, aïe, des années de honte, Louis, t'en reviens pas. Mais depuis ce temps-là, ça m'aide tellement avec mes clients ou avec mes équipes que, crime, il faut que j'en parle. Puis quand je vais vous en parler, je vais faire un petit croche avec les ouragans et les prévisions probabilistes. Parce que ce qui est le fun avec Kanban, c'est qu'on commence à assumer que, OK, on est dans un monde complexe, fait que notre développement logiciel, il est complexe. On ne pourra plus juste dire, bien, à telle date, on est convaincu à 100 qu'on va faire une livraison. On va plus commencer à dire, à telle date, avec tel écart de confiance, qu'on va être capable de livrer notre logiciel. Donc, pour vous montrer un peu la valeur de faire des prévisions probabilistes, je vais vous parler des ouragans, qui est un domaine dans lequel, à cause de la complexité de la patente, on utilise les prévisions probabilistes. Et finalement, je vais vous montrer un peu comment que les simulations fonctionnent et je vais vous l'appliquer dans une de mes équipes chez Jive. Question jusqu'à présent? C'est le temps de chialer, de dire « Louis, c'est pas ça que je venais voir, puis ça ne me tente pas. » Oui? Sûrement. Fait que je suis content, puis en même temps, c'est comme dans ma tête, merde, j'aurais dû checker avant d'arriver ici. Il a parlé des ouragans, Dan? Cool. Fait que je vais juste aller plus vite, puis d'abord, je vais sauter dans l'outil, puis je vais vous faire la démo un peu de l'outil. Bon point. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le keynote sur les ouragans? Super. Bien, merci beaucoup, monsieur. OK, avec Scrum, si je voudrais répondre à la question quand est-ce que ça va être livré mon logiciel, je suis un client, puis ma team a estimé mon panier de fruits, qui sont mes User Story, Epic, Feature, comme vous voulez l'appeler. Comment on fait ça en Scrum quand je sais que mon backlog a 100 points? Vélocité, exactement. Fait que supposons que mon équipe a fait 18 points à la première itération.
bien, c'est assez facile à dire que bien, si tout va bien, après 3 itérations, j'ai fait environ 20 points, bien, monsieur le client, dans 2 autres itérations, votre panier de fruits devrait être complété. Super facile en Scrum. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, juste en levant la main. Est-ce que c'est cette technique-là que vous utilisez dans vos projets? Oui, OK. Bon, habituellement, c'est ça. 50 des gens lèvent la main, puis OK, c'est un peu ça que dans l'industrie, on a adopté. Faire des points, vélocité, puis ça nous donne une certaine cadence. Maintenant, je suis avec Kanban. Il y a 2 différences avec Kanban. La première, je n'ai pas d'itération. La deuxième, c'est que c'est un processus à flux continu. Donc, je n'ai pas de time box, je n'ai pas de boîte de temps pour prendre un temps d'arrêt. Fait que maintenant, quand je me ramasse avec un tableau comme ça, puis maintenant, mes fruits, j'ai décidé de les mettre en story, en petit carton, puis mon client me demande, Louis, mes 20 petits cartons avec la lettre P qui est mon dernier, quand est-ce que ça va être livré? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Moi, pendant des années, c'était, je vais lui dire des choses sur des points, puis finalement, bien, ça ne m'aidait pas. Je pensais que j'étais bon là-dedans, finalement, pas vraiment. Fait que j'étais un peu curieux de connaître, de même en levant les mains, est-ce que vous aviez d'autres techniques quand vous étiez avec Kanban pour dire, monsieur le client, on sait comment vous prédire votre date de livraison? Oui, OK. Oui, bon point. On va parler du lead time tantôt. Il y a un graphique qui va pouvoir me répondre à cette question-là pour un item. Fait que quand je vais rentrer un item dans le tableau avec le lead time, le cycle time ou le temps de cycle en français, je vais pouvoir être capable de dire, quand j'ai un item qui rentre, je sais quand il sort. Mais c'est une autre variable, c'est une autre twist quand je vais vouloir dire, j'ai un tapon, excusez le beau français, quand j'ai un tapon de story, quand est-ce qu'ils vont arriver à terminer? Donc, je suis juste curieux de même, je n'ai pas vu d'autres mains levées, fait que est-ce qu'on est en train de constater que crime, dans notre communauté, quand on vient pour conseiller un client sur quand est-ce qu'un tapon de carte va être livré, on ne sait pas vraiment comment le dire en Kanban. Il en manque un morceau. Fait que même après, supposons 5, 6 ou 10 cartes qui ont bougé, voyons, je n'ai pas mes points, je n'ai pas ma vélocité, comment ça marche? Je ne suis pas à mes repères. C'est là qui était le fun. Puis en plus, là, vous parlez à un gars qui est de Scrum.org, qui est le super-héros Scrum, qui va vous taper ses oreilles de Scrum si je suis en mandat avec vous autres. Puis là, je vais vous parler de quelque chose d'autre qui est complètement différent, qui s'appelle Kanban, flux tiré. Je n'ai pas d'itération, je n'ai pas de Scrum Master, je n'ai pas de PO. Fait que je suis comme le gars qui ne devrait pas vous parler de ça, mais ça me passionne tellement que je suis ici à vous en parler. Puis je trouve que c'est important parce que je trouve que nos équipes aujourd'hui, c'est plus juste de faire du Scrum où est-ce que pendant des itérations, je code et je fais peut-être un peu de l'intégration continue. Maintenant, je suis en train d'avoir des équipes qui sont en DevOps. Chez Jive, c'est super facile de savoir qu'en 1 ou 2 jours, après qu'une story soit complétée, boum, elle est rendue en déploiement, elle est rendue en production. Fait que maintenant, avec mes équipes, ça va tellement vite que je ne peux plus juste dire à mon client, je vais rester sur mes itérations. Ils sont rendus que mes équipes font du déploiement continu. Ça va tellement vite qu'il faut que j'innove, moi, en tant que coach agile, en tant que Scrum Master, sur mes propres techniques pour guider mon équipe et mon client. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Ça va s'appeler les prévisions probabilistes. Donc, vu que je suis dans un monde qui est très complexe aujourd'hui, ça change énormément, bien, je ne pourrais plus vraiment dire ma date de livraison, c'est pour telle date exactement. Je vais commencer à donner des ranges ou un écart. Donc, la manière que je vais l'écrire, c'est pour une prévision, je vais avoir une valeur et une certaine probabilité que cette valeur-là arrive. Et le meilleur exemple pour vous l'expliquer, ça va être avec l'ouragan Sandy qui a eu lieu, je me souviens bien, pour ceux qui étaient à la conférence en 2012. Oui, peut-être, je vois 2, 3 personnes qui hochent la tête. Et c'est un énorme ouragan. Là, j'essaie un peu de vous réveiller. Tu sais, c'est comme après le travail, peut-être que les gens sont un peu mollo. Fait que, en même temps, vous vous entertain. Merci de sourire, ça me donne du feedback, c'est gentil. Alors, l'ouragan Sandy, énorme ouragan, je me souviens bien, c'était un des plus gros qui a frappé la côte est américaine. Il a fait pour 25 milliards de dommages en dollars américains de 2012 et il a touché 24 États américains. Donc, méga gros ouragan, et on va regarder un peu comment que la National Hurricane Center a fait pour suivre cet ouragan-là, qui a commencé dans les Caraïbes comme étant juste une tempête tropicale, comme toutes les autres tempêtes. Alors, ici, on est le 22 octobre 2012. J'ai-tu mon clicker à quelque part? Oui, ça va être plus facile. L'ouragan, cette journée-là, est ici. Et ce que vous voyez là, c'est l'espèce de camp de crème-glacée, on va l'appeler niveau 1. Ça, c'est où est-ce qu'on pense que dans les 3 prochains jours, l'œil, c'est important, l'œil de l'ouragan devrait se retrouver à quelque part là-dedans, entre 60 et 70 de chances qu'il soit là-dedans.
Et après 3 jours, il y a de 60 à 70 de chances que l'œil, encore une fois, de l'ouragan se ramasse dans la deuxième boule de la crème glacée, du cornet de crème glacée, je pourrais l'appeler comme ça. Donc, moi, je suis les autorités américaines, je regarde ça au cas où il y a un plan d'urgence à déployer, puis jusqu'à présent, tout va bien. Ma boule de crème glacée ici, elle m'indique qu'il n'y aura pas de problème, mon ouragan ne viendra pas frapper les côtes, mais c'est 5 jours plus tard. Alors, une journée plus tard, là, on est lundi le 22 octobre, si on arrive le mardi 23 octobre, mon ouragan a commencé à avancer. Oh, là, c'est encore plus intéressant. Ma boule de crème glacée, après 5 jours, ça ici, c'est la 4e journée, puis la 5e journée, est en train de m'indiquer que l'ouragan va juste bifurquer dans l'océan Atlantique et on n'a pas de mesure d'état d'urgence à déployer. Tout va bien aller. Tout va bien jusqu'à présent, sauf que je suis dans une situation complexe. Il y a énormément de variables qui peuvent influencer mon ouragan. Alors, si je le regarde comme ça ici, ça devrait bien aller. Et ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des simulations qu'ils ont faites, donc les simulations de Monte-Carlo. Ils ont pris l'ouragan où est-ce qu'il était là, puis ils ont joué toutes les combinaisons possibles. Donc, on voit ici des places qui retournent dans l'océan Atlantique et qu'il y a beaucoup de places où est-ce qu'il viendrait frapper la côte est américaine. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on voit une ligne blanche ici qui est la moyenne des trajectoires. Donc, si on additionne, on fait la moyenne de toutes les trajectoires, on va se retrouver avec cette belle ligne-là ici. Et pour ceux qui ont peut-être, je ne sais pas si Daniel Vacanti en a parlé pendant sa conférence, c'est quelqu'un qui en parle souvent, que utiliser la moyenne pour faire des prévisions dans un domaine complexe, ce n'est pas la bonne approche. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après ça? On va arriver après ça, je me souviens bien, c'est vrai, mon clicker ne marche pas. On arrive après ça, le jeudi 25 octobre, oups, notre cornet vient de bifurquer. Il y a des nouvelles variables qui sont rentrées en jeu. Deux de ces deux-là, la première, c'est que je me souviens bien, ça ici, c'est le 29 octobre ou le 28 octobre, ça va être une pleine lune. Qui dit pleine lune dit que les marées hautes vont faire tasser les courants marins vers la côte. Donc, ça, c'est une des premières raisons qui fait que le cornet de crème glacée, maintenant, est en train de bifurquer. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un courant froid qui arrive de la Nouvelle-Écosse. Et dans 4 jours, il est attendu pour aller dans cette région-là, qui va lui aussi faire bifurquer notre ouragan vers la côte est. Donc, je suis les agents de sécurité, pas les agents de sécurité, mais la garde côtière de la côte est américaine. Je regarde ça, puis maintenant, je suis un petit peu plus vigilant. Parce que là, on me dit que j'ai 60 à 70 de probabilité maintenant que le cœur de mon ouragan vienne frapper la côte est américaine. Donc, si je reviens à ma théorie d'une prévision probabiliste, c'est une valeur plus une probabilité. Au début, je vous parlais que c'est une région avec 60 à 110 qui est notre cornet de crème glacée. Bien, maintenant, je suis capable de nommer ces régions-là. Donc, ça va être l'État de la Virginie, le Delaware, le New Jersey, l'État de New York et le Connecticut. Donc, j'ai environ peut-être 5 ou 6 jours pour me préparer parce que j'ai peut-être un 60 à 70 de chance que ces États-là soient touchés par l'ouragan. J'avance une journée de plus. Je suis rendu vendredi le 26 octobre. Ça se confirme de plus en plus. Mon ouragan va bifurquer. Ce qui est le fun, c'est que j'ai encore 5 jours. Ici, je suis vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dimanche est ici, lundi et mardi. Donc, j'ai encore 5 jours pour prendre action, avertir la population et activer mes mesures d'urgence. Et finalement, si on arrive au samedi 27 octobre, tout est en train de se confirmer à cause des courants marins, de la pleine lune, du courant froid qui arrive de la Nouvelle-Écosse. Les états d'urgence vont être capables de prédire que oui, l'ouragan va venir pour frapper la côte est américaine. On va déployer nos plans d'urgence pour évacuer la population. Et finalement, on rétrécit un peu notre zone où est-ce que l'ouragan va venir frapper. Donc, on a enlevé le Connecticut et le Delaware, et c'était plus la Virginie et le New Jersey qui allaient être frappés par le cœur de l'ouragan. Finalement, si on fait un récapitulatif, au début, l'ouragan Sandy était supposé aller juste dans l'océan Atlantique, et à cause de la pleine lune et du courant froid de Nouvelle-Écosse, ça l'a fait bifurquer. Si on recule 5-10 jours avant que cet événement-là arrive, personne n'était vraiment capable de le prévoir.
Ce qui est un peu fantastique avec cette histoire-là, c'est toujours un peu tragique, mais il y a seulement 72 personnes qui ont péri dans l'ouragan Sandy. C'est peut-être un peu triste quand on pense aux chiffres, mais quand on pense à la population où est-ce que cet ouragan-là est allé frapper, donc c'est-à-dire l'État de New York ou même la ville de New York et la ville du New Jersey, ben, c'est peut-être pas un si gros chiffre que ça si on y pense un petit peu. Ce qui est le fun avec les prévisions probabilistes, c'est qu'ils sont dans notre quotidien tout le temps. Par exemple, si on regarde la météo aujourd'hui, bien, ça va être aussi une valeur plus une probabilité. À Québec, aujourd'hui, il annonçait comme 6 cm de verglas. Je ne sais pas comment c'était à Montréal, mais nous autres, on avait comme ça de verglas là, sur nos chars un matin. Fait que je regarde ça ici, bien, c'était quoi, par exemple, ma prévision météorologique? Il annonçait 13 degrés comme maximum avec 30 de probabilité qu'il y ait des précipitations. Et si on allait sur Google, on demanderait, peux-tu me dire d'heure en heure les précipitations? Et bien, il va dire vraiment, de telle heure à telle heure, tu as 30 de chance d'avoir de la pluie. De telle heure à telle heure, 70 Donc, je trouve que cette façon de prévoir, par exemple, la météo, c'est un autre bon exemple de dire, crime, ça fait déjà partie de nos vies. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de d'abord l'utiliser dans nos projets informatiques? Puis vous me voyez venir, on pourrait-tu aussi l'utiliser en Kanban? On pourrait-tu l'utiliser, par exemple, pour dire, bien, dans les 25 prochains jours, j'ai 90 de confiance de livrer 39 items dans mon backlog. Il y a une compagnie, un des gars avec qui je travaille chez Scrum.org, lui, coach une équipe qui s'appelle chez TriCast, qui sont une compagnie dans le domaine de l'assurance. Eux, ils utilisent pour la gestion de projet. Donc, ce que vous voyez là, c'est que pour les 5 prochains éléments du carnet de produits, les PBI, Product Backlog Items, ce que vous voyez ici, donc les 5 prochains, leur équipe est confiante à 95 de livrer ces 5 prochains éléments-là pour le 4 septembre. Et ont 50 de confiance de livrer ça le 28 août. Donc, c'est vraiment facile quand c'est peut-être les 5 prochains, mais après ça, on prend un pas de recul puis on dit, OK, c'est beau, après avoir livré la fonctionnalité du Prime 180, je vais avoir après ça la fonctionnalité du Customer Support, Health Support Migration. Quand est-ce que, équipe, vous allez être capable de livrer ça après avoir livré vos 5 premiers PBI, vos 5 premiers items du backlog? Bien, cette autre feature-là est composée des PBI de 6 à 20 dans mon backlog. Et selon nos simulations Monte Carlo, on croit être capable de livrer ça pour le 13 octobre avec 95 de confiance et avec seulement 50 de confiance le 28 septembre. Et ça, on est avec une équipe qui est en mode Kanban. Donc, maintenant, ils utilisent, eux, les simulations Monte Carlo pour répondre à la question du client. Quand est-ce que je vais les avoir? Parce que du côté de ma business, bien, eux autres, ils attendent ma réponse pour prévoir, par exemple, des campagnes de publicité, de contacter des clients, de trainer le service à la clientèle. Et finalement, c'est quoi le reste de mes fonctionnalités pour la fin de l'année? Bien, on croit être capable de livrer, je me souviens bien, les éléments 21 jusqu'à la fin du Product Backlog. Donc, les éléments 21 à 49 pour la fin de l'année, donc 31 décembre. Et on a seulement 50 de confiance de livrer les éléments 21 à 65 pour la fin de l'année. Oui, monsieur? PBI, c'est Product Backlog Item. Donc, c'est un élément de travail qu'il y a dans le backlog. Exactement. Puis, check bien ça, on va revenir dans peut-être 5-10 minutes. Ça, c'est une question que j'ai souvent, puis je ne l'oublie pas parce qu'elle va être super le fun à démystifier dans pas long. Donc, ce qu'on va faire, ça va être un petit exercice en groupe sur comment comprendre les simulations Monte Carlo. J'ai mis dans un fichier Excel que vous voyez ici. Oui, ce n'est pas le bon copier-coller, fait que je vais amener mon fichier Excel. All right, Excel est ici, et là, je vous le montre. Good. En arrière, est-ce que c'est assez grand? C'est gros, les caractères? Oui, j'ai un pouce vers le haut, fait que c'est excellent. Là, je vais pitcher les petits dés en forme, ils feront pas mal. Je vais juste vous demander d'être alerte, puis je vais vous le pitcher si quelqu'un peut le pogner. Parfait, merci. Je vais en pitcher un autre là-bas. Merci, c'est en forme, ça me fait pas mal. Juste en pogner un. All right, merci beaucoup. Alors, ce que vous voyez ici dans le fichier Excel, c'est les stories complétées par mon équipe. Dans les 20 derniers jours, du 2 février jusqu'au 21 février aujourd'hui, mon équipe a quand même pas peu de cadence. Ils sont en mode Kanban. Puis le 2 février, ils ont complété 3 stories. Le 3 février, ils en ont complété 5, puis ainsi de suite. Fait que vous avez ici ce qu'on appelle en Kanban le throughput,
ou le débit de stories qui sont complétées ou qui sortent de mon tableau par jour? Alors ça, c'est mon historique. Alors, comment je vais faire pour prédire mon futur? Alors, mon client il aimerait ça savoir dans 20 jours combien de stories tu vas me faire. Bien, je vais le simuler avec la première simulation. Alors, je vais vous demander à la personne qui a un dé juste de me donner un chiffre puis de me le dire, je vais l'inscrire. Alors, monsieur qui a pris le dé, dites-moi là. 3. All right. Alors, quelqu'un d'autre qui avait un dé? 5. 5 aussi. Je vais vous demander de leur pitcher. Non, de vraiment leur pitcher à quelqu'un d'autre, de leur pitcher, fait que ça va un peu réveiller les gens, il faut qu'il y ait un dé qui s'en vienne. Monsieur, c'est combien? 8. Ça se peut pas 8. Six. All right, j'ai vu un autre dé rebondir ici. 1. All right. 6. J'ai entendu 1. Après ça, l'autre côté. 2. All right, on fait une autre passe de brasser les dés. 6 aussi. 1. 2. On repart à la patente. 5. Tarnouche, équipe de 6. 5. On passe encore 2, 3 dernières fois. Fait qu'on est en train de faire une simulation de Monte Carlo. Croyez-le ou non, je suis en train de faire une simulation avec vous. 1. 4. 1. All right. Et, Fait que j'ai un 5 ici, j'ai un 1 là. 2 dernières fois, s'il vous plaît, si on peut les repitcher. 1 encore. 2. 4. Et 2 dernières fois. Hop, hop. 5. Et finalement, 2. Merci beaucoup. Alors, pour la première simulation de Monte Carlo qu'on vient de faire, on a une équipe de feu. Dans les 20 prochains jours, cette équipe-là livrait 67 stories. On vient de faire une première simulation. Si on va avoir des bons résultats, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait 10 000 simulations. On ne le fera pas parce que sinon, on va être ici encore lundi matin. Mais vous voyez un peu la patente. Finalement, une simulation de Monte Carlo, c'est de se dire, je vais prendre un certain historique, puis je vais le rejouer. Et je vais me servir de ça pour faire mes prévisions sur, dans X jours, combien d'éléments de travail je vais pouvoir livrer à mon client. Question par rapport à la simulation de Monte Carlo? Oui? Là, tu assumes dans ce cas-ci que ta valeur pourrait être entre 1 et 6. Oui, parce que mon jeu, c'est avec des dés. Oui. Dans la vraie vie, tu ferais quoi par rapport à ton throughput de ton équipe? Tu as un minimum maximum? Je prends la donnée de mon équipe. Les données réelles? Oui. Oui. Il faut 12 points historiquement pour que ça commence à être crédible. Oui. 12 stories qui sont terminées. Donc, 12 éléments de travail qui sont terminés pour commencer à avoir une donnée qui est bonne. Ouais, ou par semaine ou par mois, oui. Ouais. Il y avait une autre question, monsieur? C'est pour faire une hypothèse que tes stories futures vont être de la même ampleur que tes stories historiques? OK, on va tout de suite parler de ça d'abord. On va debunker, on va jaser de ça entre collègues une fois pour toutes. Ah, moi, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, puis j'espère vous redonner ça ce soir, là, parce que moi, quand le gars m'a expliqué ça, ça fait « Ah, c'est-tu que j'étais con toutes ces années-là? Là, tu as enregistré ça, hein, que je viens de dire ça, merde! » Ça va être sûrement coupé au montage, comme on dit. Je voudrais avoir du light. Ah oui, donc. Ah, là, ça fait du bien. Alors, bienvenue à l'équipe Onboarding. Onboarding est une des équipes que je coach chez Jive. Ça fait 2 ans qu'ils roulent ensemble. Je suis allé chercher les données vraiment de juillet 2016, Jira, jusqu'à fin février 2018. Onboarding s'occupe d'amener les nouveaux clients, d'automatiser le processus pour les nouveaux clients qui décident de s'inscrire chez Jive. C'est une équipe qui sont dédiées comme ça n'a pas de bon sens. Sur Slack ou sur GitHub, le samedi soir, je vais avoir des messages passés, des commits, des pull requests. Ces gens-là sont dédiés, c'est débile. On voit ici qu'ils ont sûrement fait un gros clean-up de backlog.
Je prends le temps un peu de vous expliquer ce que vous regardez au tableau. C'est un Cycle Time Scatter Plot, ou en français, un nuage de points ou un nuage statistique de points. Donc, sur l'axe des X, vous avez la ligne du temps. Donc, l'historique de toutes les demandes qui ont été fermées par cette équipe-là. Sur l'axe des Y, vous avez le Cycle Time, ou ce que monsieur tantôt a nommé le Lead Time. C'est comment que ça prend pour qu'une demande rentre dans mon tableau. Imaginez qu'il y a un tableau ici. Imaginons ça. Puis qui sort du tableau de l'autre côté. Donc, par exemple, je voudrais venir voir que cette demande-là, ici, quand je clique dessus, onboarding, la demande 580, ça a pris 45 jours pour passer dans le tableau. Il n'y a pas de question jusqu'à présent. Où est-ce que ça devient le fun? C'est l'autre axe des Y, qu'on va appeler les percentiles. Oui, monsieur? Oui, on va le neutraliser tout de suite. En bas ici, il y a ma ligne du temps, fait que je ne veux pas inclure la ligne du temps, alors je vais juste sélectionner à partir du mois de septembre 2016. Alors, ce qu'on voit ici à droite, ce sont les percentiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on ne les voit pas parce que cette équipe-là est tellement performante. 95 des petits points que vous voyez là, c'est fait en 15 jours ou moins. Ce qu'on ne voit pas, c'est que 85 des demandes sont faites en 14 jours ou moins. Ce 14 jours-là ou moins est explicable parce que cette équipe-là roule en Scrum depuis 2-3 ans. Donc, si on peut voir un peu le pattern, c'est sûr que ce qu'ils prennent à commencer, ils vont le finir en 2 semaines, en 14 jours. Sprint de 2 semaines. Il y a une petite chose que je vous ai cachée, c'est que ici à droite, je ne fais pas apparaître dans le backlog la colonne To Do. Je fais vraiment juste apparaître à partir du moment qu'il s'engage, in progress, donc mon sprint planning commence, jusqu'à temps que c'est done. Puis quand je dis done, là, c'est en prod. C'est en prod. C'est incroyable comment ces gens-là, là, à un moment donné, ils vont flancher parce que c'est incroyable. Si je rajoute dans mon to-do, donc le temps qui rentre dans le prog backlog, là, on peut voir que mon percentile commence à changer. Fait que dans 95 des demandes, ils vont prendre 78 jours entre le moment qu'ils tombent dans le backlog jusqu'à ce qu'ils soient livrés en production. Mais un peu plus pour l'exercice que je vais vous montrer, si j'enlève le product backlog, tout est livré en moins de 2 semaines. Donc, à la question de monsieur, je pense qu'il y a 2 personnes qui me demandaient, est-ce que ce sont des éléments de travail, des stories de la même grosseur? Maintenant, la question qu'il faut se poser avec la team, c'est team. On a maintenant un nouveau besoin à faire. Est-ce qu'on serait capable de le faire en 15 jours ou en 14 jours ou moins? Parce que c'est notre SLE, notre Service Level Expectation, c'est notre... Ah merde, j'ai oublié en français, notre... Comment on dit ça, un SLE en français? Niveau de service, merci beaucoup. Donc, l'équipe regarde ça, puis, oui, on est capable de faire ça en 14 jours ou moins. On va rendre ça dans le tableau Kanban. Trop gros? Non, on n'est pas capable. On peut-tu le briser en plus petits morceaux? On est capable de faire un morceau en 14 jours qui va livrer de la valeur à faire? Oui, go, on découpe ça en 2, on informe le client, on passe ça. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question de monsieur, puis il y avait quelqu'un d'autre qui me demandait, vraiment dans une grosseur. Pas tout à fait, c'est plus, selon notre historique, quel est notre SLA? Et notre SLA va toujours être, moi je trouve qu'avec mes clients, c'est nombre de jours, 85 %. Si c'est nombre de jours, 50 %, mon client est comme, bien, je vais juste prendre un 25 sous le flipper, puis je vais avoir une meilleure réponse que ce que ton équipe me dit. Je trouve qu'à 85 %, c'est un beau niveau de confiance. Oui, madame? Oui, parce que c'est ce qui est juste dans le sprint backlog pour cette équipe-là. Et ce qui est... Oui? Pas mal tout ce qui est dans le sprint backlog sort. Fait qu'eux autres, ils s'engagent au sprint, planning, puis vraiment, après 2 semaines, tout est sorti. Je ne vous ai pas suivi, madame. Alors, ça va être une conversation au sprint planning. Monsieur le PO, les 5 items qu'on n'a pas réussi à compléter, est-ce que vous voulez qu'on les complète ou il y a des nouvelles demandes du marché? Quand je regarde là en passant, c'est comme la business, le marché. Qu'est-ce qu'on doit enlever les 5 items qui n'ont pas été complétés
Si la réponse est oui, on peut les enlever, on les enlève, on va remettre des nouvelles choses qui sont plus prioritaires. C'est ton 2 semaines de cycle time. Donc, ce que tu estimes comme équipe, c'est qu'à partir du moment où je commence à travailler dessus, je vais être capable de le finir en 2 semaines. Oui. Par contre, ça ne veut pas dire que je commence à travailler dessus maintenant. Ça se peut qu'il dorme dans mon product backlog pendant un certain temps, puis qu'à partir du moment où je le prends, là, dans 2 semaines, je vais le faire. Ce n'est pas ton lead time. Ça se peut, comme on a vu tantôt, quand tu ajoutes le lead time, ça se peut qu'il attende dans le backlog pendant 3 semaines avant que je commence à travailler dessus, mais quand je vais commencer à travailler dessus, là, ça va me prendre 2 semaines. Exact. Maximum. Ça pourrait prendre 2 jours. Exactement. Ça pourrait prendre 2 jours. Oui, c'est ça qui est le fun parce que cette équipe-là est en mode Scrum. Fait qu'en étant avec Scrum, ça les a forcés à toujours livrer en 2 semaines. C'est pour ça qu'on peut voir un 14 jours à 85 puis exactement. Fait que Scrum, on pourrait dire, qu'est-ce que Scrum a fait dans notre industrie depuis les 15 dernières années? Il a forcé les équipes à prendre des petits morceaux pour garder une cadence. Maintenant, ce que cette équipe-là me dit, c'est, oui, on fait du planning poker, on fait des graphiques de pointage d'estimation. On trouve que ça ne sert à rien. Je trouve qu'ils ont raison, puis si je voudrais les accélérer ou les amener au prochain step, ça va être d'enlever le planning poker. Ma réponse est ici. Je n'ai plus besoin de faire le planning poker avec ce graphique-là. Je n'ai plus besoin de me demander si c'est un 5 ou un 8 ou un 3. L'équipe regarde, est-ce que je suis capable de faire ça avec mon SLA de 14 jours ou moins à 85 de confiance? Si la réponse est oui, on le prend dans le sprint backlog. Si la réponse est non, c'est trop gros, on le découpe. Oui, monsieur? Je reviens un peu sur la question de madame en avant. C'est parce que c'est une équipe de 6. Tu peux avoir des projets que tu peux faire en 2 semaines, mais que tu as besoin d'une ressource. Mais tu as peut-être un autre projet que tu as besoin des 6 pendant les 2, si tu veux le faire en 2 semaines. OK? Puis là, la question de qu'est-ce que tu as d'autre, puis... Oui, dans ce cas-ci, chez Jive, ce qui est le fun, c'est que nos équipes restent stables. Tout ce qu'ils font, c'est OK, ce qui s'en vient en amont, comment on peut le briser pour toujours le faire en 2 semaines. Fait que ce soit un gros projet ou une petite carte, pour eux autres, on le casse en petits morceaux pour le faire en 2 semaines. Fait que si c'est un gros projet, OK, c'est beau, comment est-ce qu'on va devoir les découper en plus petits morceaux, puis on va le faire rentrer là-dedans. J'aime ça parce que vous posez des questions, c'est le fun. Puis je suis content parce qu'on va tous s'améliorer ensemble. Oui, monsieur? Oui, oui. Oui. Et regardez bien ça. Show Attribute Filter. Et j'ai des bugs, j'ai des stories et j'ai des... Non, j'ai pas mal juste ça, je pense. Je pense que j'ai tout do, mais ça ne changera pas bien. Fait que peu importe le type d'élément en plus que je peux mettre dans mon sprint planning de 2 semaines. Cette équipe-là, aujourd'hui, ils font encore des sprints ou ça va dire Kanban puis ils font juste tirer Ils vont rester en Scrum parce que ça va quand même être un changement. Fait que ça va plus être comment est-ce qu'on peut leur donner des techniques Kanban à l'intérieur de Scrum. Fait qu'on va arriver au sprint planning, puis on va rouler des simulations de Monte Carlo pour dire, oh, monsieur le client, à telle date environ, tu vas avoir tes stories complétées. Fait qu'on enlève du sprint planning. Ah, c'est un 2 points ou un 3 points. C'est fini. C'est fini. C'est tellement le fun. Mais ils prédisent combien de récits vont prendre dans le sprint. Oui. Oui. Fait que, allons tout de suite là d'abord, ils prédisent. L'outil à vacanter. Puis là, je vois avec monsieur, mais je sais qu'il y a 2, 3 mains levées. Est-ce qu'on va me détester? Oui, madame. Fait que je vous reviens, monsieur. Je vous reviens. Je leur demande, team, votre SLA, votre niveau de service, et quand vous prenez quelque chose avec du client, vous lui garantissez avec 85 de confiance que vous allez lui donner ça en 14 jours ou moins.
Et les pourcentages, je me sers de mon historique. C'est moi, à mon avis, j'attends toujours l'argument, moi je trouve que je servais de mon historique au lieu de l'estimer. Oui, oui, c'est tout Jira, c'est tout leur truc dans Jira. Oui. Oui, monsieur en premier, puis après madame. Non, la simulation prend juste du nombre d'éléments qui finissent par chaque jour. Donc, on a fait tantôt la simulation avec les dés, c'était juste, on appelle ça le throughput, le nombre d'éléments qu'on peut terminer par jour. Absolument. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour voir les nouveaux points qui vont apparaître à la droite complètement. Est-ce qu'ils commencent à aller plus haut que notre ancien SLA? Puis, est-ce qu'on est en train de voir qu'on va dire, il va comme avoir un triangle qui va apparaître, nos nouveaux points commencent à monter. Fait que notre SLA va commencer à monter. Donc, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut laisser aller? On veut leur faire tomber? Et si oui, est-ce qu'il faut rajouter des gens dans l'équipe? Il y avait une question de madame juste avant. Oui. C'est comment tu relis les deux? C'est un petit peu ça, là, parce que ça, c'est basé sur ton historique. Tu as des prédictions, tu sais qu'à 95%, tu peux livrer en 20 jours. Et toi, parce que tu as du vécu. Oui. Les simulations Monte Carlo, quand tu parles, tu as dit de 12 situations, instances, mais tu simules dans le futur, tu ne les as pas. Mais tu ne l'as pas ici, simulation Monte Carlo. OK. Pour répondre à votre question, ça, c'est un besoin d'affaires. C'est une grosse story, c'est un document d'analyse que quelqu'un a passé 6 mois dessus. C'est une blague, là, c'est une petite story qu'il faut faire. Ce graphique-là va permettre à répondre à la question à mon besoin aujourd'hui. Mon équipe le prend dans l'équipe. Donc, dans 14 jours à 85 %, ce besoin-là va être livré. Maintenant, quand on se souvient au début, je posais la question, j'ai un backlog avec 20 éléments. Maintenant, je vais me servir des simulations de Monte Carlo. Fait que je vous montre un autre graphique, madame. Donc, je vais ici. Monte Carlo, how many? Je vais cacher throughput basis. Et je vais enlever le product backlog ici. Donc, je vais juste sélectionner une place et voilà. Fait que maintenant, dans les 30 prochains jours, madame, la PO peut-être, j'ai 85 % de confiance de vous livrer les backlog. Donc, vous pouvez les rebrasser comme vous voulez. Selon ma simulation, les 33 prochains éléments, j'ai 85 % de confiance de vous les livrer. Ah, et oui, c'est pas dans 30 jours, on aimerait ça que ça soit dans 15 jours. Pas de problème. Mon petit calendrier est où? Juste ici. Donc, au lieu d'être le 23, supposons que c'est le 8 mars. Pour le 8 mars, j'ai 85 % de confiance de vous livrer les 13 prochains éléments. Est-ce que ça répond plus à la question? Oui? Pas de problème. J'ai eu une autre main levée ici, puis où j'ai halluciné. Oui, Jean-François? Oui. Mais là, il faut que ces stories-là soient de taille moyenne, parce que 13, si c'est 13 gigantesques stories, ça va pas être comparé à 13 petites stories. C'est pour ça qu'avant qu'on les prenne dans notre tableau Kanban, on va se poser la question, ta gigantesque story, pensez être capable de la faire. Team, est-ce que vous êtes capable de faire cette gigantesque story-là ici que j'ai virtuellement? On va faire non, pas capable de faire ça. Casse-la en petits morceaux. C'est des petits morceaux, c'est de la grandeur de l'ancien sprint. Dans les anciens sprints, il y avait plein de petites stories qui étaient faites en 2 jours et en une journée. Oui. 3 jours. Oui. Fait que là, si mon cut-off, c'est faut que ça rentre à l'intérieur de 14 jours ma story, je pense pas qu'on peut livrer 13 stories de 14 jours. C'est un maximum. Donc, quand je dis 14 jours à 85 % de probabilité, c'est en 85 % des cas, tu vas l'avoir en 14 jours ou moins. Fait que ce n'est pas de passer quelque chose de taille 14 jours. Il y a une main là, par ça, monsieur en arrière, mais, oui, juste après. Fait qu'il y avait monsieur, je pense. Ouais. Ton outil, il est super avec les graphiques. En fait, tu as sélectionné tes données historiques et le résultat de tes simulations sont sortis. Comment est-ce que tu passes tes données
C'est tellement facile. Je vais aller ici dans Source Data. Je pense que j'ai 1300 items. On le voit-tu? Il faut que j'aille à droite un peu. Ah, on ne le voit pas. Oui, on le voit ici. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les dates à laquelle ma story a changé à chaque colonne. C'est tout ce dont j'ai besoin pour faire mes Monte Carlo. Tu paramétrises quand même pour redéfinir Monte Carlo. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ton données. Non, pas ce que je cherche, non. J'ai même réécrit l'outil à Dan parce que je voulais comme l'apprendre à un moment donné. Fait que j'ai réécrit ces simulations. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend le throughput à chaque jour, puis on l'applique dans le futur. Ou peut-être une opportunité pour moi de grandir s'il y a des modèles, des trucs que moi, je n'ai pas vus. Je vous invite monsieur après la conférence. C'était un peu la question que quelqu'un a posée de la base sur les dés. En fait, comment est-ce que sur l'outil d'exercice qu'on a fait avec les dés, tu sais que les valeurs, je ne sais plus ce que ça représentait, sont entre 1 et 6. Mm-hmm. OK. Je pense que j'ai peut-être compris. Vous me direz si j'ai compris. Ça ici, ce sont... je vais cacher ça. Ça ici, en haut, c'est mon historique de mon throughput ou du nombre d'éléments terminés par jour. Donc, quand je viens sélectionner, à partir, par exemple, d'ici jusqu'ici, ça se peut qu'à certaines journées, j'ai 0 élément. Puis ça se peut que d'autres journées, quand on voit que c'est un peu plus haut, j'ai peut-être 3 éléments qui ont été complétés. Donc, ça, imaginez dans le fichier Excel, je pige au hasard là-dedans, je fais ça 10 000 fois. Au pire, si je n'ai pas été clair, venez me voir après, puis... Ça, ce que tu dis là, c'est pas une moyenne. Non. C'est ce qu'on vient de faire avec le fichier Excel, où est-ce qu'on s'amusait à ficher les dés. Il y a eu 0 moyenne là-dedans. Si on se rappelle, j'ai juste fait la somme d'éléments qu'on avait faits. Puis ça a été ma première simulation. On rejoue ça 10 000 fois. Vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais vraiment me battre pour ça. Ce n'est pas la moyenne. Un excellent livre, c'est Flaw of Average. Avec une petite image, vous allez voir sur Google, taper un statisticien qui veut traverser une rivière qui a 3 pieds de profondeur. Puis là, tu vois la rivière, elle est à 3 pieds, puis elle a un trou à un moment donné de 9 pieds de profond. Fait que lui, il regarde ça de l'extérieur de la rivière. Je ne vais pas me noyer, il n'y a pas de problème. Il commence à marcher dedans, juste 3 pieds de profond en moyenne. Mais vu qu'il y a un extrême, il passe du moyen à un moment donné. Je ne sais pas où vous voyez la différence. C'est pour ça qu'on appelle de Flaw of Average. Ça va venir. Aidez-moi à me pointer où est-ce que vous voyez 13 là-dedans. Vous avez dit tantôt, il y a 13 éléments d'ici 3 mars. Mm-hmm. Vous avez dit tantôt, 13 éléments d'ici 3 mars. Oui, je vais retourner à l'autre. Les 13 éléments, c'est sur les 10 000 simulations. Oui. Ben, sur les 10 000, c'était pas tout 13 qui sortaient, c'était 11, 8, 10. Exactement. Fait que, La moyenne, c'est 13. non, je vais vraiment, il n'y a pas de moyenne, monsieur. Il n'y a pas de distribution non plus. Il n'y a pas de distribution. Oui, il y a trop de monde. On va dire qu'on va chercher jusqu'à ma distribution, 85% de ces données-là vont être en bas de mon 15 jours. C'est ça qu'on va vous montrer avec les 85%. Oui. Exactement. En fait, ce qu'on voit en haut, c'est avoir un autre graphique de distribution comme on voit en bas, qui va me montrer mon 14, 15 jours, 20 jours. Puis ça, ma distribution est utilisée pour faire mes scénarios. On va faire 10 000 fois, on va les piger dans ma distribution. Qu'est-ce qui en sort pour sortir le graphique en bas? Tout à fait. Distribution en haut et en bas. Oui, tout à fait. Oui. Attention, ce que vous voyez là, 50 Une moyenne de tes simulations qui arrive à 22. Et 50% de tes simulations sont en dedans de 22. Voilà, j'aime ce terme-là, 50 des simulations. Oui, c'est pas de moyenne.
Faut- Dans le fond, chaque colonne représente X simulations à 22, à 2, à 5, à 13. Oui, Mais c'est pour ça que je voulais juste amener ça pour aider la compréhension. pas de problème, monsieur, merci. Je ne sais pas si ça a aidé, mais Donc, le sort des colonnes égalisées. Tout à fait. Intéressant? Ça- Si on revient à la question de base de la conférence, comment je fais pour prédire la date de livraison de mon projet? Il faut que je prenne mon projet, que j'ai une prise en story qui fit dans mon SLI. Puis là, j'utilise Monte Carlo pour dire, bon, si j'en ai 75, c'est quoi la probabilité que je l'ai de telle date, telle date, telle date? Mais ça prend l'historique pour pouvoir faire ça. Oui, et ça. Le story de même taille. L'historique et puis aussi des constantes, en fait, parce que ton équipe ne doit pas changer. Il y a beaucoup de choses qui doivent être stables pour que ça fonctionne. C'est à vous maintenant. Si vous regardez ça en onboarding, ça fait 2 ans, imaginez le niveau de confiance que cette équipe-là génère. Donc là, c'est la partie de l'organisation de dire qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire comme choix. J'imagine que comme c'est des statistiques, si tu as une équipe stable, ben, les statistiques vont être stables. Si tu as des équipes variables, ben là, Tes statistiques tu vas vont moins se fuir, tes prévisions. tu vas regrouper, ça va avoir plus de Au niveau de confiance va baisser parce que la variation va augmenter. Ça ici, c'est une autre équipe qui est infrastructure, que je coach aussi. Équipe aussi stable depuis 2 ans, mais on voit qu'il y a plus de variabilité. C'est juste que moins mature, moins assidu, ils n'ont pas la même force d'équipe que je pourrais dire que mon équipe de onboarding. On peut un peu le voir aussi que mon SLA est un petit peu différent. Entre mon 95 et mon 85, il y a plus une différence que l'autre qui était vraiment très serré entre elles. Si tu mets ton Monte Carlo pour cette équipe-là, au lieu d'avoir une courbe qui est très haute et tu as une grosse vague en haut, elle va être un peu plus flat et étendue, j'imagine. Il y a peut-être un écart plus substantiel entre le 95 et le 85. Oups. Parce que vu que la donnée ou leur historique est plus variable, il y a plus de variabilité, bien, ça se peut que dans mes prévisions, j'ai plus de variabilité. Donc, si vous êtes capable de garder, comme M. disait, une certaine constance, vous allez avoir une prévision qui va être plus forte, plus confiante. Oui, en arrière, Maël. Maël, Gaël? Maël, good. Moi, au contraire, j'ai eu du succès quand j'apporte ça, surtout en Kanban. Bien, en plus, il va juste regarder le 95-85, puis ça me permet de me tromper un peu, puis il l'accepte. Moi, je m'en sors très bien jusqu'à date. Oui, bien, je t'invite à l'essayer. Je t'invite à comme, essayer ça en premier. Moi, j'ai été étonnamment surpris. Il y avait une autre main levée, je pense, là, ou non, mademoiselle? Vraiment, les gens qui étaient là sont là depuis 2 ans. Quand il en embarque un nouveau, il est intégré rapidement avec onboarding. Oui, c'est ça. C'est comme 7-8 personnes, multisites en plus, puis ça ne lâche pas. Il y en a un à Salt Lake City, il y en a un à Québec, il y en a une couple à Québec, il y en a à Montréal. Ils ne sont même pas dans la méthodologie. Ces gars-là, c'est des machines à coder. C'est incroyable. Ils sont fiers de leur produit au bout. Ils sont comme customer facing. Fait que si le client n'est pas bien intégré dans Jive, c'est les premiers qui vont recevoir des plaintes parce que le client n'a pas réussi à s'abonner ou s'intégrer correctement au système Jive. Fait qu'eux sont extrêmement solides pour se dire, il ne faut pas que les gens se plaignent. Monsieur en arrière? Oui, pour tout ce qui est week-end, on l'accepte juste comme étant des journées qui font partie, ou plutôt, on n'élimine pas les week-ends ou les jours fériés. Étonnamment, c'est le fun que je prenne l'exemple d'onboarding, bien, cette équipe-là même va travailler les fins de semaine comme je vous parlais. Puis moi, je ne sais pas, j'ai toujours eu des équipes qu'il y a un petit quelque chose qui se fait le week-end quand même.
Fait qu'on accepte que le samedi puis le dimanche, les congés fériés, bien, il va peut-être se passer quelque chose aussi. Fait que ça enlève peut-être un petit peu de complexité à gérer ce genre de données-là. Ça crée pas des attentes pour atteindre ce niveau de prévisibilité-là, il faut travailler le week-end? J'ai pas eu le problème. Moi, au début, quand je me suis dit, je vais sûrement avoir ce genre de questions-là, puis en le vivant, ça n'a pas dérangé personne. Ouais. Parce qu'ils veulent tous travailler le week-end ou parce que. Non. De temps en temps, je vais avoir peut-être un samedi puis un dimanche, je vais souvent avoir 0 throughput, il n'y a rien qui va sortir. Mais quand je vais jouer dans mes simulations, ce 0-là va être pigé, va être pris aussi. Oui. Madame? J'ai une question dans le cadre d'un, je ne sais pas si ça se fait, dans le cadre d'un projet qui est sur 2 ans, et un budget qui a été défini. Donc, tu as estimé, comment tu as estimé le travail pour évaluer le budget? Oui, ma réponse à ça, là, ça serait même, vous allez me trouver un peu poche, peut-être de revenir avec mes techniques plus traditionnelles de l'agilité. Moi, je suis plus, quand je prends un projet, genre des gros projets de même, je vais retomber à avoir session, une scale découpée peut-être en un premier livrable d'une couple de mois. Mais si je suis capable, dès que j'ai de la donnée, maintenant, j'ai l'instinct de, je peux-tu utiliser ça en place? Ça va commencer à plus peut-être me confirmer ou créer une nouvelle conversation que, crime, après un mois, là, ce qu'on avait estimé, on est-tu encore on target? Fait que je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, c'est plus pour l'estime global. Parce que ce que je comprends, c'est qu'avec ça, finalement, on n'est pas encore le fait que tout va être livré. Tu ne sais juste pas dire ce qui va être livré à telle et telle date. Puis ça permet de piloter. Puis je suppose que tu vas reprioriser. Si tu dis que je peux en livrer 30 avec 95% de probabilité pour le 31 mai, tu vas dire à la business, là, il est temps peut-être de revoir Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Ma question, c'était plus les techniques, parce que je reviens à ma question de l'histoire de 2 semaines, j'avais dans un sprint, puis au bout du compte, même si je ne suis pas capable de dire, moi, le principe, c'est même si je ne suis pas capable de dire avec certitude ce que je vais livrer dans 3 mois, dans 6 mois, et laisser un peu d'attente sur cette question. Par contre, il y a une attente que tel budget, on va livrer telle valeur d'affaires. Mm-hmm. Oui. Là, mon chapeau de coach agile embarque de dire, bien, on peut-tu juste comme attaquer le premier morceau au lieu que ce soit le 2 ans complètement? On peut-tu attaquer le premier morceau? C'est pas de problème, c'est juste dans la planification budgétaire, dans l'estimation globale. Parce qu'on s'y retrouve effectivement à la fin, c'est un peu exigeant tout ça. On s'y retrouve, on a tout livré, on a tout dans le budget. C'est l'estimation initiale de combien je vais le demander à mon client ou à la business. Comment tu l'as construit dans ce genre de situation? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas vécu cette situation-là où, je vais dire ça de même, mes credentials, vu que je suis coach agile, je n'ai pas le chapeau de chargé de projet ou je n'ai jamais été intégré à cette conversation-là. Je pense que ça, on doit pouvoir le faire parce que le modèle il est capable de dire, on est capable de dire ces 30 stories vont être livrées dans 30 jours. On peut aussi lui demander, lui retourner la chose. En fait, si le projet c'est ces 30 stories, elles vont être livrées dans 30 jours à 85%, donc à 85%, ça va coûter. Mais dès là, on a historique, la question c'est dans le budget initial, l'engagement initial. Peut-être la conversation offline, je vais faire mon Scrum Master de mêlée quotidienne. Il y avait une main levée. Je reviens à l'opération syndic. Oui. On avait dit qu'il y avait 2 facteurs qui ont fait que ça a dévié, donc les marées hautes et la pleine lune. Ces turbulences, ces paramétrages, ici, à ce niveau-là, tu le fais comment? Parce que c'est un modèle dynamique. Plus j'avance dans le temps, plus les chiffres vont pouvoir s'ajuster. Comment tu gères cette turbulence? Donc, supposons que je prends juste ici cet historique-là pour faire ma simulation Monte Carlo. C'est ça, on va dire, je me base ça sur l'épidémie de gastro qu'il y a eu cette équipe-là dans cette semaine-là. Alors, ma simulation m'a dit que je ne vais absolument rien livrer. Donc, oui, c'est 100% sûr qu'il ne va rien se passer. Fait que je vais jouer avec mon historique ou une fenêtre de temps qui a peut-être un lien avec ce qui s'en vient. Donc, supposons que les vacances d'été s'en viennent, mais je vais peut-être vouloir aller chercher ici une fenêtre de temps qui va être l'été passé, par exemple, qui serait peut-être ici, par exemple.
Toujours pour créer la conversation. Oui, ça a répondu à la question? Oui? Tu disais que 12 éléments suffisent pour faire une estimation, mais Oui. la recommandation, c'est quoi? 6 mois d'historique, par exemple? Non, honnêtement, je ferai la démonstration, puis ça prend une douzaine de points. Puis après ça, tu pars la conversation avec les gens de OK, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en rétro avec Kanban? Bien, maintenant, on a un nouvel outil de dire, écrire notre SLA, il est de 15 jours ou moins à 50 On veut-tu vraiment ça, team en rétro? Non, bien, comment on pourrait faire pour le diminuer? Il y a un monsieur en arrière qui a levé la main. Excusez-moi? Tout à fait. Là, ce serait plus au release planning. Donc, moi, en tant que client ou product manager, pour mon prochain quarterly release, ce qu'on va être capable de livrer, c'est 50 stories-là. Donc, à un niveau release ou version, là, ça pourrait être utile. Oui, oui, puis je vous l'ai montré tantôt avec la compagnie TriCast. Eux, au niveau de la direction, ils s'en servent. Oui, Jean-François. Non, ça, c'est nos réflexes d'agilistes de dire c'est encore dans le futur, on laisse ça là. Puis quand ça commence peut-être à s'en venir, ça sort du congélateur, c'est sur le rond d'en avant, puis c'est prêt à aller au four. Là, on va peut-être vouloir commencer à notre recette. Donc, faire une simulation de Monte Carlo pour savoir combien de stories il y aurait dans chaque équipe. J'essaie de trouver le... Ah, je te suis, je comprends. Non, je comprends pas. Oui, encore là, je suis capable de peut-être ramener ça à un quarterly release. OK, pour la prochaine avec la donnée que j'ai. Puis là, oui, j'ai une grosse épique. Serais-tu capable de peut-être la mâcher en plus petits morceaux? Fait que là, oui, l'exercice serait bon de dire, ma grosse épique, la faire en petits morceaux qu'on pense être capable de. Oui, monsieur? Gagnerais-tu à essayer de normaliser un peu tes données? Normaliser dans le sens, tu avais ton historique, bon, le premier story, tu avais prévu 8, ça a pris 6. Le deuxième story, tu avais prévu 5, ça a pris 4. Le troisième story, tu avais prévu 10, ça a pris 12. Ainsi de suite. Puis là, comme ça, si tu normalises, tu pourrais arriver avec un story de 20. OK, ou quelque chose comme ça, d'estimé, et tu pourrais avoir une probabilité qui est en fonction aussi de la... Pas tout à fait. Moi, ce que je vais vraiment faire maintenant avec mes équipes, ça va être une nouvelle équipe qui est en Kanban ou que j'arrive, puis je ne dirais pas qu'ils me détestent, mais à cette heure, ils sont comme, OK, t'es qui toi avec tes graphiques, puis qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je suis comme, yes, c'est super le fun, vous ne savez juste pas encore. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est, OK, team, je vous regarde aller. On se dit-tu un SLA théorique de se dire, en 14 jours ou moins, à 85 % de confiance? Une équipe qui n'a rien, absolument aucune donnée. OK. Fait que je vais commencer à regarder les points qui vont apparaître. Fait que je vais me servir de ces points-là pour dire, crime, les gars, on s'était dit 14 jours ou moins, 85 % de confiance. Puis c'est tous des trucs autour de 25, 32. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut rester à ce SLA-là ou on voudrait-tu pour notre client essayer de le baisser et d'atteindre le 14 jours ou moins? Oui, c'est vrai que notre client aimerait peut-être ça. Fait que je vais plus partir de la conversation comme ça, de dire, est-ce que je peux le baisser avec l'équipe? Fait que pour répondre à la question, non, je ne normalise pas. Ma donnée, c'est ma donnée. Puis je pars la réflexion avec mon client parce que ça se peut que peut-être mes stories, je suis dans une industrie où est-ce que je suis peut-être pogné à faire ça en 20 ou 25 jours à cause de l'industrie. Le mot normalisé est en train, on a appelé un trigger word, là, c'est comme... c'est pas non plus, j'ai encore un petit choc. C'est juste, est-ce que ça respecte mon SLA? Comment? J'ai moins de réaction émotionnelle, mais ça doit respecter mon SLA. C'est juste ça. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tout des temps. Mon client, avant, qui était en story et en point, était comme, c'est quoi des points? Le nombre de fois que j'ai eu de conversations avec des PO qui ne catchaient pas les points. Là, je parle de date puis de jour. Alors, toutes les stories sont de 14 jours. Au moins. Donc, si c'est une 3 jours, pitch ça dans le tableau, on ne pose même pas la question. Est-ce que toi, tu utilises
Oui, aussi, j'essaie d'enlever le class of service le plus possible. Il y a un excellent chapitre dans l'excellent livre avec Antti qui explique pourquoi class of service, on devrait enlever ça. Oui. Je vais le garder peut-être pour des urgences. Je suis en prod, puis oui, il faut passer quelque chose qui est super tough, mais je vais essayer de l'enlever. C'est des éléments de travail. Puis là, c'est quel type d'éléments de travail? Des bugs. Comment? Oui. Et ça peut être aussi des bugs, et ça peut être n'importe quelle sorte de truc. Juste des tâches de dette technique, par exemple. Fait que ce serait des tâches de dette technique. Bien, OK, je vais aller à mon filtre, que je vous ai montré tantôt ici. Puis je vais juste vouloir voir, par exemple, mes tâches de dette technique. Puis, oh, j'ai un SLA différent sur mes tâches de dette technique. Oui, monsieur? Tu disais que les données viennent de Jira, mais là, je vois que c'est actionable, dans Jira, ça n'existe pas. Oui, il y a un plugin. C'est super le fun. Ça me permet de reprendre la présentation. Merci. Fait que si on fait ça, là, on parlait des simulations Monte Carlo, on parlait d'outils. Fait que c'est le fun, je vais comme faire un full circle. Focus Objective était comme une compagnie qui offre une espèce de fichier Excel pour faire des simulations Monte Carlo. Si vous voulez essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, il y a vraiment un paquet de fichiers sur Focus Objective pour aller jouer là-dedans. Mais moi, je trouve que dans le day-to-day, ce n'est pas super pratique. Mais je veux quand même la partager parce que ces gens-là ont vraiment aidé à faire avancer tout ça. Où est-ce que ça devient plus fun? C'est Actionable Agile. Et, pour répondre à la question, il y a un plugin dans Jira ici qu'on peut aller chercher et qu'on peut plugger directement sur nos tableaux. Oui. Oui, ça, c'est le plugin que Dan a fait. Puis ça, c'est son site web initial dans lequel je suis en train de faire la démo depuis tantôt. Moi, c'est un Jira dans un cloud privé. Fait qu'au lieu de, excusez le terme, d'avoir des problèmes ici à soir, j'ai juste fait un export dans un CSV, puis j'ai pitché le CSV dans l'outil que vous voyez là. Le plugin marche cloud à cloud, dans le fond. Ton Jira sur un cloud, puis ce truc-là est dans le cloud. Ouais, je vais dire oui. Je n'ai pas assez joué avec son outil dans le cloud. Moi, je suis toujours avec son outil standalone. Il y avait une question, je pense, ici. Non? Oui, en arrière. Oui, nous autres, ce qu'on fait présentement, on s'est écrit un petit script en Python, pris une journée pour comprendre comment faire les recherches en API Jira, là, pas le fun. Puis après ça, on a réussi à faire notre CSV comme ça, puis on pitch notre CSV dans l'outil. C'est encore plus facile que ça, je vais te le remontrer. Il faut que je sorte de là. Je peux-tu faire ça? Non. Source data. Fait que ta première colonne, c'est ton ID dans Jira. La deuxième, il faut qu'il y ait le mot title, puis c'est la description qu'on retrouve habituellement dans Jira. Puis ensuite de ça, c'est les colonnes de ton tableau. Puis tu fais juste aller chercher les dates, puis l'outil fait le reste de la magie en arrière. Oui, mais on a eu de la misère, fait qu'on est passé par... non, il ne l'est pas, il est chez Jive. Ouais. Mais laisse-moi les coordonnées, puis au pire, on checkera pour te l'envoyer après. Ouais. Il y avait une main levée, je pense. On les met toutes, oui, puis c'est ça que moi, j'aime pas Jira à cause de ces affaires-là. Là. Je me ramasse toujours avec des tableaux papier. Je suis vraiment allé chercher, peut-être même des fois, quand tu avais comme 2-3 états à l'intérieur de un, on est allé faire un export. Par exemple, ce carton-là, il est juste à In Progress pour l'instant. Il n'a jamais été déplacé à In Review ou à Done. Versus lui ici, bien, il a été complété. Fait que cette demande-là, ici, si on l'aurait cherché, la 1095, elle va être dans mon Cycle Time Scatterplot, elle va être dans ce graphique-là, mais les autres qu'on a vus, ils ne seront pas encore là parce qu'ils ne sont pas terminés. Ils sont dans un autre graphique que je vais quand même vous montrer. Je ne sais pas s'il va être beau, mais oui, vous allez en avoir votre argent à soir. Même ceux qui sont fatigués, là, je suis désolé, je ne vous lâche pas. Ça paraît-tu que je suis passionné de ça, puis c'est comme... oui, hein, ça paraît, hein? Je vous ai tout un peu comme...
je ne sais pas si ça va bien paraître. Aging Work in Progress. Oui, OK, pas pire. Puis je peux-tu peut-être mettre des stories à la place? Yes. All right. On va avoir une conversation. Alors, comment est-ce qu'une mêlée quotidienne se fait avec Kanban? Est-ce qu'on pose les 3 questions en Kanban? Non, c'est fini les 3 questions en Kanban. Voici mes colonnes de mon tableau. On se retrouve ici à gauche avec l'âge de mes éléments de travail. Donc, ce n'est pas le cycle time ou le lead time, c'est juste l'âge. Ça fait combien de jours qui sont dans mon tableau, qui moisissent là. Puis, on retrouve nos amis percentiles à droite ici. Donc, moi, je suis Scrum Master. Puis, OK, gang, comment ça va nos stories sur lesquelles on travaille présentement? Bien, jusqu'à date, j'ai toutes ces demandes-là ici qui sont au-dessus de mon SLA de 19 jours. Fait que devinez, ça va être quoi mes premières conversations que je vais avoir avec les gens? Hey, les gars, celle-là ici, là, ça fait 45 jours qu'elle est dans le tableau. Elle a passé 14 jours in progress, puis ça fait, je ne suis pas capable de le lire, 30 jours qu'elle est in review. Elle va lire ça parce qu'on a un SLA de 30 jours, puis on a rien de mentir, elle est rendue à 45 jours. Fait que ma mêlée quotidienne, maintenant, je vais utiliser beaucoup cet outil-là, le Aging Whip Chart, pour créer des nouvelles conversations. Donc, au lieu qu'on soit tous des zombies, puis qu'on dise les 3 questions, puis qu'on ne s'écoute pas, bien, tout va être hyper focus sur qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est en train de nous faire mentir sur notre SLA. Tout le temps que tu cliques sur la bleue complètement. Ça doit être quelque chose qui traîne, là, c'est ça, là, c'est une vieille affaire qui traîne. Oui, il y a sûrement quelque chose qui traîne dans le backlog, sûrement. Sûrement. C'est le fun à ça aussi. Fait que moi, je fais mes mêlées quotidiennes maintenant avec cet outil-là. Fait que je crée vraiment les conversations sur qu'est-ce qui est en train de faire mentir mon SLA. Puis ce qui est en dessous de mon 50 % ici, bien, on ne l'adresse même pas parce que tout va bien. Work as usual. Ce serait du gaspillage, je parlais de ça. Donc, je me souviens toujours de la citation de Scrum qui disait que Scrum est facile à comprendre et difficile à maîtriser. J'adore la citation que Kanban est encore plus facile à comprendre et tellement plus difficile à maîtriser parce que quand tu commences à mettre ça dans la face du monde, là, c'est pas le fun. Monsieur en arrière. Oui, il y en a une, mais plus au niveau système. Fait que je retourne au cumulative flow diagram. Je vais montrer un sommaire de... est-ce que vous voyez bien en arrière qui est 0.96, 0.92? Moyen, oui, OK, en arrière, on hoche la tête. Je vais retourner en onboarding. Onboarding est vraiment incroyable. Alors, je vais reloader mon fichier. Onboarding. Look. CFD. Je vais enlever le bout où est-ce qu'on a fermé un paquet de choses dans le backlog. Alors, j'ai mon CFD. Je vais ici. Ça coche, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez en haut ici, Arrival Rate, il y a 1,54 items qui rentrent dans ce tableau-là par jour. Ça, c'est leur Arrival Rate. La théorie Kanban me dit qu'il faut que j'ai un flux continu. Fait que si j'ai 1,54 choses, dans un monde idéal, il faudrait que j'ai 1,54 items qui sortent. Ils sont hot de même. Ils sont vraiment hot. 1,88 pour 1,54, c'est quand même pas si pire. Si on compare avec nos équipes qu'on a présentement, là, puis on ne se cachera pas on ne sera pas de cachette. Fait que maintenant, si vous me demandez la question par rapport au WIP, bien, si je sais qu'il y a 1,54 items qui sort à chaque jour, bien, supposons que je fais un sprint planning. On va appeler ça des replenishment meetings, parce qu'il faut que je remplis ma colonne de choses à faire. Supposons que je fais x5 pour une semaine. 1,54 x 5, ça fait 7,5, je pense. Ou 6,5, 7,5? Yes, mes maths ont payé. Fait que c'est mon WIP limit de nombre de trucs qui doivent rentrer par semaine. Fait que quand je vais arriver à mon sprint planning, avec mon PO, puis peut-être mon team de toute mon équipe, on va juste checker les 7 prochains items à faire, puis le reste, pas de suite. On s'en verra dans une semaine. Donc, aux 2 semaines, ils prennent toujours
Puis ça doit être ça, mais ils ne savent même pas parce que là, eux autres, leur call, c'est Louis, on était curieux de faire du poker planning, il me semble que ça ne sert à rien. Ils sont tellement bien rodés. Fait qu'on va enlever ça, puis on va peut-être juste utiliser des métriques de même à la place. Moi, je trouve que Kanban, tout ça, ça fit avec Scrum. Si on vient au pilier de Scrum, c'est des risques. Utiliser les faits ou les données pour prendre des décisions. Tout ce que je vous ai montré depuis le début, c'est l'historique, c'est des données de l'équipe. Je reviens à mes trucs. Ça. Alors, si je voudrais répondre à ma question tantôt de quand est-ce que mes éléments qui sont ici vont être terminés, bien, avec ce que je vous ai montré, maintenant, je pourrais dire que j'ai 95% de confiance de vous livrer ça dans les 33 jours. Et de l'autre côté, j'ai juste 30% de confiance de vous les livrer en 15 jours ou moins. Fait que maintenant, je suis outillé pour avoir cette conversation-là avec ma clientèle. Et pour terminer, moi, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est un peu comme quand j'essaie un nouveau vin. J'arrive à Sac Dépôt, bien, au lieu de m'acheter une caisse complète de bouteilles d'un vin, puis je ne suis pas sûr que je vais l'aimer, bien, je vais peut-être vouloir commencer avec un nouveau vin que je vais me faire conseiller par un sommelier. Puis si j'ai apprécié la bouteille, bien là, je vais aller à Sac Dépôt, puis je vais en acheter pour 200-300$, puis crime, je l'aime ce produit-là, puis je vais l'apprécier. Peut-être une chose que je pourrais vous donner, c'est, bien, si ça vous a intéressé, ce que j'ai parlé aujourd'hui, puis ça vous a peut-être fait réfléchir ou un peu changer votre façon de voir l'estimation et la planification, peut-être de l'essayer dans une équipe, puis voir si ça goûte bon dans votre équipe avant d'acheter une caisse complète à Sac Dépôt. Alors, un gros merci pour votre patience ce soir. Merci beaucoup.